On réunit des grands groupes, des PME, des startups et des laboratoires de recherche académique. L'objectif, c'est d'accompagner des projets de vidéo marché, c'est-à-dire on va travailler sur des technologies et comment on va les appliquer sur des marchés grâce à des usages. Les usages, c'est la santé, c'est le tourisme, c'est la collectivité connectée, donc la smart city, le smart building, le smart, tout ce que vous voulez. Et puis c'est l'agriculture connectée, c'est l'industrie intelligente, l'industrie 4.0, l'usine du futur. C'est vraiment, vraiment beaucoup de choses. Sachant que nos adhérents maîtrisent à la fois des technologies, donc de chiffrement, ce matin, de cloud, de big data, de technologies de communication, NSA, Wi-Fi, Bluetooth, énergie, tout ce que vous voulez. On travaille sur de la blockchain, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Bitcoin et la blockchain, donc on travaille sur ces sujets-là aussi. Et les projets que l'on accompagne traitent aussi bien du hard, du middle que du soft. Et puis la data aussi qui est le moteur, enfin l'énergie, le combustible de ce moteur qu'est le numérique. On travaille sur le territoire normand, on travaille pour la promotion du territoire normand et des compétences sur le territoire normand. Donc on sait travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les clusters, les associations, donc NWX, NMA qui est Normandie, Microeconomic Association, NAE qui est la filière de l'aéronautique, de l'aérospatiale, les régions, les agences régionales d'innovation, l'État, les pôles de compétitivité, l'Europe, enfin, tout de façon en entonnoir. Et puis avec les incubateurs aussi, que ce soit les incubateurs Normandie Incubation Scénarii et puis les incubateurs d'école de la Noma Business School, de l'INSEAD, donc l'école management de Normandie. Et si j'en ai oublié sur ce slide, je m'en excuse parce qu'on travaille vraiment en bonne intelligence avec tout le monde. On ne peut pas demander à nos adhérents de faire des projets collaboratifs, c'est nous-mêmes on ne sait pas collaborer avec l'ensemble des équipes. Bon, j'ai terminé pour la présentation succincte du pôle. Son et lumière, comme l'a dit Clément, beaucoup se posaient la question. J'ai entendu aussi des gens qui disaient son et lumière, c'est quoi, de quoi on va parler. Sécurité, son et lumière, on ne va pas parler de sécurité, son et lumière dans ce terme-là, mais plus sécurité, son et lumière dans le sens où le son comme la lumière, c'est des fréquences, c'est des ondes, et on peut s'en servir pour transférer de l'information et transférer de l'information sécurité. Il y a 10 ans, NXP, qui est situé à Caen, a créé la technologie NFC, donc Near Field Communication, la communication en champ proche, qui équipe les mobiles et les cartes de paiement. Vous avez tous aujourd'hui, normalement tous des cartes de paiement NFC qui vous permettent de faire du paiement sans contact. C'est une technologie qui a été créée à Caen, qui se base sur des fréquences particulières. Et donc je suis accompagné d'Emmanuel Ruiz de Copsonic, qui est une société adhérente du pôle, qui lui va vous parler des ultrasons mieux que moi, en tout cas. Et moi, je vais vous parler de la lumière, alors du Wi-Fi notamment. Je ne suis pas spécialiste du Wi-Fi, par contre, on a un de nos adhérents qui s'appelle Lucium qui travaille sur la technologie Wi-Fi. Et je les remercie parce qu'ils m'ont fourni les slides plus la petite démo que je vous ferai tout à l'heure pour vous expliquer. Certains d'entre vous veulent savoir exactement comment ça se passe, je vous inviterai à les contacter. Ça peut dépasser mon champ de compétences techniques, mais eux seront amenés, en tout cas, à savoir vous répondre. Donc, et si le Wi-Fi, au XVIIIe siècle, on parlait du siècle des Lumières, je pense que le XXIe siècle sera aussi le siècle des Lumières, mais pas des Lumières intellectuelles, mais vraiment des Lumières du luminaire au plafond, du luminaire, de tous les luminaires que vous voulez, qui est remplacé de plus en plus par de la lumière LED. Et le Wi-Fi, en fait, c'est de la lumière LED, c'est de l'échange d'informations par la lumière via les lumières LED. Donc la lumière, à quoi ça peut nous servir? Est-ce que ça peut nous servir typiquement à nous déplacer? Est-ce que la lumière peut nous guider? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des solutions de tracking GPS sur les mobiles, sur les GPS qu'on a dans les voitures, qu'on peut rajouter sur nos voitures ou même à pied. Sauf que quand on perd le signal GPS, là on ne peut plus se localiser. Ça peut être le cas dans des aéroports, ça peut être le cas dans des zones de conflit sur les réseaux, ça peut être le cas dans des tunnels souterrains. La question c'est de savoir si la lumière peut nous aider à nous déplacer. Nous on accompagne une mission chaque année. L'an dernier, tous ceux qui ont reçu l'année sur Céleste nous ont dit on avait des réseaux Wi-Fi à disposition, c'était autant pour en avoir, parce qu'il nous fallait au moins plus de 3 minutes pour charger une page internet, c'était la folie. Donc le Wi-Fi peut permettre ça aussi, parce qu'on peut faire des calls sur chaque stand et avoir un débit réel chaque fois. Et puis les militaires défense qui regroupe un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure pour tout ce qui est hôpitaux, aéronautiques, etc. Je vous ai mis les contacts, alors je ne sais pas pour ça Emmanuel, moi mes slides je peux les laisser, il n'y a aucun souci.
c'est pareil. Donc si vous voulez avoir des informations sur le Li-Fi, surtout vous pouvez contacter les gens de Litium. Si vous êtes en recherche de stage ou d'alternance, vous pouvez postuler aussi chez eux. C'est à Caen, c'est pas loin d'ici, c'est en Normandie. Ils sont super sympas en plus, nous depuis la création. C'est des anciens d'NXP parce que NXP, quand ils ont commencé à travailler sur les technologies de communication, notamment le NFC, se sont intéressés à d'autres fréquences de communication. Ils sont partis sur la lumière. Et en plus de ça, NXP est passé par une phase de Philips, et Philips travaillait sur le Lightning, donc ils ont aussi travaillé sur la lumière LED pour le Wi-Fi. Et je vous ai apporté une petite démo. J'ai pas de quoi la projeter, donc je vais la faire sur mobile pour vous montrer effectivement les informations qu'on récupère ne sont que dans le code de lumière et elles sont bien distinctes et bien définies. Donc il y a 3 lumières LED avec chacune un module et chacune une information bien spécifique. Je prie le Saint Bonavi pour ne pas avoir l'effet des mots ratés. Hop. Je ne sais pas si vous voyez presque tous. J'ai un plan, c'est un plan de magasin, c'est un plan de ce que vous voulez, un plan de salle, un plan de zone commerciale, un plan d'aéroport. J'ai des billets qui sont placés donc sur un réseau, donc ça c'est la résolution, donc eux ils savent où ils sont placés leurs LED, donc ils peuvent à distance les programmer et changer les informations qui sont dessus. Et puis on a ajouté 3 LED hier, donc ce sont ces 3 LED là. Et je peux récupérer de l'information en fonction du contenu où je suis. Donc là j'ai rien, je vais éviter parce que ça prend, et puis quand je m'approche de cette lumière là, j'ai un contenu violet. Au fond, vous ne voyez pas, c'est juste aussi quelques avis pratiques, ça permet d'avoir des informations. Quand je mets ici, j'ai du contenu vert, ça c'est la lampe du milieu. Et puis quand je me mets là, j'ai un contenu bleu. Donc en tant qu'administrateur, je peux aller sur chaque lampe, je peux voir combien de personnes ont accédé à l'information, ça me permet de faire du tracking, ça me permet de faire du géomarketing, ça me permet de faire beaucoup d'applications. Et puis voilà. Alors ça c'était la partie lumière. Maintenant il y a la partie son et je vais laisser la parole à Hélène Maurice de Copsonic. Et puis alors si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Merci de venir. Ouais, pardon. Je suis Emmanuel Ruiz, le directeur général et fondateur de la société Copsonic, à l'origine de la technologie ultrason. Nous nous sommes rendus compte il y a 5 ans que le NFC et le BLE avaient un faible taux d'équipement consommateur et nous avons souhaité proposer une alternative et comme l'a dit Valentin, on a vu qu'il y avait une oscillation que peut écouter et émettre un smartphone ou un téléphone. Ce sont des ondes acoustiques. Nous avons commencé à travailler sur cette technologie. Ce qu'elle fait, c'est de faire communiquer des dispositifs électroniques avec tous les téléphones mobiles de la planète. Il y en a 7 milliards aujourd'hui. Le principe est très simple. Vous avez un haut-parleur qui émet une onde acoustique, un son ou un ultrason, où on chiffre de l'information et le microphone du dispositif receveur, smartphone ou téléphone basique, par logiciel est capable de déchiffrer cette information. Donc les usages au quotidien de la communication en champ proche, qui aujourd'hui sont couverts par du NFC, du BLE et du Li-Fi, c'est pour faire l'accès à des boîtes aux lettres connectées. On est en train de travailler avec La Poste sur ça. Ouvrir et accéder à son distributeur de billets, payer son transport le matin, accéder à son poste de travail parce qu'on a une smartwatch qui entend l'ultrason qui est émis par le poste de travail et il s'ouvre automatiquement. Évidemment, il y a du logiciel. Payer les boissons. Quand on rentre dans le magasin, en fait, on est identifié parce que la sono du magasin émet un ultrason unique au magasin et le smartphone est capable de déchiffrer cette information, donc on est géolocalisé, un peu comme fait le Li-Fi.
On est sur un projet d'un consortium qui se crée en France pour du paiement dans le transport scolaire, ouvrir des serrures électroniques et contrôler les objets du quotidien. Donc en fait, c'est des choses que l'on va pouvoir avoir dans le quotidien des personnes. Alors pourquoi on a fait ça? Les chiffres sont là. Aujourd'hui, on propose Copsonic parce qu'il y a un faible taux d'équipement grand public des technologies NFC et Bluetooth. Aujourd'hui, il y a 7 milliards 200 millions de téléphones dans le monde. En 2018, il y aura 8 milliards. Sur les 7 milliards aujourd'hui, il y a 1,9 milliard de smartphones. On a l'impression qu'il y a beaucoup de smartphones dans le monde, mais la proportion n'est pas celle qu'on imagine. Et sur ce 1,9 milliard de smartphones, que 35% au maximum sont NFC ou Bluetooth. BLE. Bluetooth Low Energy, c'est du 4.0. En 2018, il y aura 8 milliards de téléphones mobiles, 3 milliards de smartphones, et au maximum la moitié seront compatibles NFC ou Bluetooth. Évidemment, aucun téléphone basique n'est NFC ou Bluetooth compatible. Copsonic, c'est 100%. Aujourd'hui, dans le futur. Sinon, ça s'appelle une télécommande, ça ne s'appelle pas un téléphone, parce qu'il y a un haut-parleur, un microphone. Le principe est très simple à comprendre. Donc, nous, on se positionne comme une technologie en complément ou de substitution au NFC, Bluetooth. On parlera de la particularité de l'infrarouge. Avec l'avantage, c'est l'universalité. On est web to mobile compatible. Il est très difficile de faire émettre à une page web du NFC ou du Bluetooth, alors qu'une page web peut émettre du son, de l'image ou du texte, et dans le son, on peut émettre un son wave qui est ultrasonique. Cloud sécurisé parce qu'on ne stocke aucune information dans les dispositifs qui font des échanges de paiement. On a été invité par la fondation Bill Gates il y a quelques mois, où on arrive à payer avec des téléphones basiques avec des bitcoins. Aujourd'hui, on travaille avec des banques pour d'autres projets, parce que dans les téléphones, on ne stocke rien, tout se fait dans le cloud. Et on est sans rayonnement nocif pour les personnes électro-hypersensibles. Il y a une jurisprudence française et une directive européenne qui va passer dans les 18 à 24 prochains mois, où on va obliger les lieux publics qui reçoivent des personnes sensibles, des crèches, des hôpitaux, des EHPAD, à limiter l'exposition aux ondes électromagnétiques des personnes qui rentrent, donc 4G, Wi-Fi, Bluetooth. Donc nous, là je vais vous faire 3 démos. Et les marchés que l'on vise, donc, c'est les authentifications sécurisées, c'est-à-dire du paiement et une alternative au login mot de passe, où on transforme le smartphone en clé d'accès numérique, vous allez voir, tous, absolument tous les téléphones. L'authentification de proximité, où là, en fait, on s'adresse plus au Bluetooth, c'est ce que fait le Bluetooth aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'utilise, le BLE, pour faire du géomarketing, recevoir du coupon, être détecté lorsque l'on est dans un lieu. Et dans la partie objet connecté, en fait, on arrive avec tous les smartphones à pouvoir contrôler cette lumière à l'intérieur. Alors, nous, ce que l'on a fait, là, c'est un interrupteur que vous voyez ici, dans lequel on a mis un circuit électronique. Aujourd'hui, si on veut contrôler une lumière, ou un interrupteur, il faut qu'on mette une puce NFC ou une puce Bluetooth. Après, il faut qu'on y place de l'électronique dans l'interrupteur. Nous, on a mis un interrupteur ultrasonique qui peut être contrôlé par n'importe quel smartphone. Donc, je vais commencer par vous faire une démo et je vais vous projeter ce que l'on voit sur le PC et sur le smartphone en même temps pour que ce soit confortable pour vous. Où je vais vous montrer comment un smartphone que vous voyez. Alors, voilà. À gauche, vous voyez mon smartphone, je fais défiler. Et à droite, vous voyez la page web. Ici, une page classique qui est en train d'émettre un ultrason, login mot de passe. Ici, vous voyez dans
la barre du volume qu'on est en train d'émettre un ultrason qui n'est pas entendu. Et je vais lancer l'application et en moins de 2 secondes, l'ultrason qui est émis par la page web va être capté par le microphone du smartphone. Et il va, parce que j'ai un gestionnaire de mots de passe dans cette application qui s'appelle Oukipass. Je clique dessus et effet Bonami. Je vais par contre fermer toutes les applications. Je reviens sur Oukipass. Voilà. Je vais le refaire une deuxième fois. My Sonic Wallet Session Found. J'ai créé le lien physique entre la page web et l'application mobile. Je peux chercher d'autres mots de passe et lorsque je le sélectionne, regardez, utilisateur 4, et je suis rentré dans la page sécurisée. Ce n'est qu'une démo. Je recommence, je me mets sur le mot de passe IB, je fais Restart. Là, je suis en train d'émettre un ultrason et vous avez vu que je me suis calé directement dans l'application parce qu'il a entendu le mot de passe qui est associé à ce site web. Et à ce moment-là, je clique sur le mot de passe sur mon smartphone et là, je remplis automatiquement les informations. L'information web to mobile, elle est ultrasonique. Ensuite, le lien mobile to web, lui, passe par le réseau data. Ça, c'est la première démo qui concerne le contrôle d'accès sécurisé. Ce n'est qu'un cas d'usage. Copsonic, nous proposons un SDK. D'accord? Ce n'est qu'une illustration d'un des cas d'usage. On travaille avec des sociétés dans la cybersécurité, dans la banque, des GIE cartes bancaires, des grands comptes qui commencent à utiliser cette technologie pour faire de l'authentification en champ proche sécurisée. Le débit n'est pas très élevé. Le Li-Fi a un débit extrêmement important. Nous, c'est quelques centaines ou quelques milliers de bits par seconde, ce qui est amplement suffisant pour s'échanger des logins, mots de passe, de l'information sécurisée. Alors ça, c'est la première démonstration. Je vais la fermer. Et là, je vais vous montrer une deuxième démo qui concerne la géolocalisation indoor. Là, je vais lancer un beacon ultrasonique. Ce n'est qu'un speaker, ou bien je peux le lancer depuis mon PC. J'ai ici un fichier Wave. Là, vous voyez l'application que l'on a appelée OK. J'active le micro et là, je rentre dans le magasin. On m'incite à lancer l'application pour faire un jeu de grattage de manière à lancer l'application. Et comme on gagne tout le temps, le marketing incite les personnes à lancer l'application dans le magasin, sachant aussi que plus de 64% des visiteurs d'un lieu public comme une grande surface utilisent leur smartphone pour consulter des tarifs, pour comparer. Ce sont des personnes de moins de 45 ans. Au-delà de 45 ans, le pourcentage est plus faible. Tu viens avec ton catalogue. Voilà. Je vais lancer le fichier Wave et vous allez voir ce qui se passe sur l'écran. Parce que ce soit les speakers de mon ordinateur ou ça, vont émettre un ultrason qui va lancer un coupon, voilà, Coca-Cola. Et à ce moment-là, je peux capter l'offre, ici en bas à gauche, je peux voir le code barre que je vais griller ensuite en caisse avec une touchette. Je reviens à l'accueil et là je vais lancer l'ultrason Fanta. J'ai cliqué dessus et j'ai mon offre Fanta avec un code barre différent. Comme je vous dis, ce n'est qu'un cas d'usage de détection en champ proche par ultrason pour de la géolocalisation indoor et du géomarketing. Et je vais finir par le contrôle des objets connectés. Là, il y a une lumière connectée à l'interrupteur. Je lance l'application qui est très simple, qui s'appelle Copsonic IoT. Je fais du on-off. Je clique sur on et
ceux qui sont au fond, ça allume la lumière. Et ce que l'on voit ici, c'est le microphone avec une petite LED de veille qui indique ce qui se passe. Et là, j'ai appuyé sur Off et j'ai éteint la lumière. On peut envoyer de la durée d'extinction, d'allumage, ça peut servir. Ce n'est pas simplement du on-off, on peut programmer la durée parce qu'on envoie des informations. Voilà les 3 secteurs d'activité que l'on vise et les axes de développement. Les usages sont très nombreux parce que, comme je vous le disais, on se place comme un standard où des partenaires développent des applications verticales. On se place au même niveau que peut se placer le Bluetooth ou le NFC, où chacun va prendre cette technologie et l'intégrer dans son application verticale. Alors, on va me poser des questions sur les dauphins, les chiens et les chats. J'anticipe. On n'utilise pas les mêmes fréquences. Les dauphins à la maison, il n'y en a pas beaucoup. Les chauves-souris non plus. Des chiens et des chats, oui. On n'utilise pas les mêmes fréquences. Et ce n'est pas un problème tellement de fréquence, c'est de puissance acoustique. Si j'avais ici, les haut-parleurs que vous avez derrière émettent une chanson que vous aimez à 110 dB, vous partez, sauf quand on est en discothèque, au bout de 10 minutes. Parce que la pression acoustique peut gêner l'oreille. Quand on émet un ultrason à 110 dB, on ne l'entend pas, mais on sent une pression au niveau de l'oreille. Et c'est pour ça qu'en 2017-2018, il y avait dans les squares des adolescents perturbateurs, des canons à ultrasons qui les faisaient partir, parce qu'on émettait de manière très puissante des fréquences, des ultrasons qui gênaient le tympan. Dans les usages copsoniques, on n'arrive jamais à des puissances acoustiques fortes, et ce n'est que lorsqu'on fait de la géolocalisation qu'on émet en permanence, parce que pour faire du paiement, pour faire de l'allumage, de l'extinction d'appareils électriques, ce ne sont que des impulsions à des niveaux très faibles qui ne gênent pas. Ça, c'est pour l'innocuité des ultrasons pour la santé. Est-ce que vous avez d'autres questions Une question. Quand vous faites une démonstration avec le mot de passe, là, tout à l'heure, oui. Qu'est-ce qui m'empêche d'enregistrer l'ultrason en question pour le remettre plus tard? Donc, l'identifier à la place. Le replay, parce qu'en fait, on fait de l'OTP ultrasonique. C'est un son unique à chaque session qui est détruit au bout d'un temps qui est défini dans le serveur. Si dans ce cas d'usage, on a dit que 10 secondes après avoir émis le son qui sort du serveur sécurisé, il n'a pas été entendu, il est détruit définitivement. Et si vous l'avez enregistré et vous repassez demain et vous essayez, le serveur va dire inutilisable. On fait de la tokenisation, on fait de l'OTP ultrasonique. Ça, c'est pour la sécurité. Et c'est une question très petite. J'ai une question? Oui, j'ai une question. En fait, si on est dans un environnement bruyant, est-ce qu'il y a des interférences? Lorsqu'on utilise des ultrasons, ce ne sont pas les mêmes fréquences que les bruits environnants. L'oreille humaine entend, quand on est très jeune, jusqu'à 16 kHz. Au-delà de 30-35 ans, si on est allé beaucoup en discothèque, on descend à 14 ou à 12. Et nous, on travaille de 18 à 22 kHz. Tous les smartphones sont en théorie capables d'entendre jusqu'à 22,5 kHz, qui est la moitié de la fréquence d'échantillonnage de 44 100 Hz des fichiers audio. Oui. Et pour des questions de sécurité, enfin pour ne pas aller trop à la limite supérieure, nous on s'arrête à 21,5. Donc on va de 18 à 21, sachant que dans le meilleur des cas, les personnes sont capables d'entendre à 16 kHz. Donc quand il y a beaucoup de bruit, on ne travaille pas sur les mêmes fréquences et on filtre tout ce qui est en dessous de 18 pour ne pas en tenir compte au niveau du logiciel qui déchiffre. Donc ce n'est pas un problème.
Et quand bien même on utiliserait des fréquences audibles, là, en étant très proche du microphone, on arrive quand même à faire passer de l'information dans des fréquences audibles. Mais ça, on l'utilise qu'avec des basic phones uniquement. Parce que dans les basic phones, on ne peut pas utiliser le réseau data. On peut utiliser que le réseau GSM pour communiquer et que le serveur VoIP puisse contrôler ce qui se passe sur le micro du téléphone basique. Et comme le réseau GSM coupe les fréquences et n'utilise que les fréquences vocales, on est obligé d'utiliser des fréquences vocales jusqu'à 4 kHz. Et là, en fait, dans vos démos, chaque fois, vous lancez l'application qui est capable de comprendre l'ultrason. Oui. En soi, si vous voulez beaucoup à la chose, il faut que ce soit intégré dans l'OS de base. Alors, sinon, si on est obligé, par exemple, je vais à Printemps, par exemple, je donne un exemple, on est obligé de lancer l'application pour voir si on va avoir une promo. C'est vachement contraignant. il y a 4 mois, une start-up américaine qui s'appelle Shopkick s'est fait racheter 20 millions de dollars par l'opérateur de téléphonie sud-coréen SK Telecom. La Corée du Sud, c'est le pays le plus geek au monde. Ils se sont fait racheter par l'opérateur parce qu'ils ont essayé le BLE qui normalement réveille automatiquement l'application, sauf que ça consomme tellement de batterie que les gens le coupent, le BLE. Et donc on est obligé de trouver une astuce marketing ou une incitation pour que la personne le lance. Et la technologie, ce n'est que dans ce cas d'usage qu'on souhaiterait pouvoir être averti automatiquement. Parce que pour du paiement, pour s'authentifier, on est obligé de faire un geste volontaire ou le faire tourner en tâche de fond. Nous, le BLE consomme de 4 à 7% par heure de batterie selon le smartphone. En tâche de fond sous Android, nous consommons entre 0,5 et 1% par heure de batterie. Et là, c'est une application en tâche de fond. Le mettre dans l'OS directement, oui, mais aujourd'hui, allez voir Samsung, Apple ou ou Microsoft. Le Microsoft Technology Center utilise les ultrasons corsoniques pour faire de la géolocking au siège social à Paris, parce que les Nokia jusqu'au 8.1 n'étaient pas compatibles avec des beacons à cause du stack Motorola qui était installé d'usine et puis un problème de version du système d'exploitation. Depuis la version 10, c'est possible. Mais il faut savoir aussi que le BLE iOS n'est pas compatible avec le BLE Samsung. Vous prenez un iPhone 6 et un Android 5, vous essayez de les faire se détecter, ils ne se détectent pas. Donc, c'est pour ça que dès l'instant où on doit utiliser des senseurs où les puces doivent être montées d'usine, aujourd'hui le marché est très fragmenté. Vous êtes des geeks, mais le grand public, ils sont perdus. Et nous, l'avantage que l'on a, c'est qu'on est universel et on le sera toujours. Il y a des Américains qui commencent à travailler, une société qui fournit des microphones sur des Samsung, qui sont en train de travailler sur des microphones intelligents, indépendamment de l'OS et indépendamment des applications, qui vont réveiller des applications par ultrason. Mais pour l'instant, ça va prendre beaucoup de temps. J'ai fini. Je ne sais pas si je peux continuer ou... C'est pas moi qu'il faut... On a encore du temps, non? Si on a encore du temps, je suis à vos dispositions. Est-ce que, comme on est sur le net secteur aujourd'hui, est-ce que tu as des cas d'usage de data par ultrason? Alors, oui. Il y a 2 ans, le centre de R&D de Symantec a détecté le premier virus par ultrason qui s'appelle Badios. Et la responsable de la R&D de chez Symantec a dit que c'était le virus le plus vicieux que Symantec n'ait jamais eu à traiter depuis que Symantec existe.
Donc nous, on a été invités à rencontrer les gens de chez Norton pour faire les termes sémantiques à la Silicon Valley. À la Silicon Valley, on commençait à utiliser les ultrasons pour des applications pas de sécurité, mais d'échange d'informations. Parce que toutes les applications verticales qui nécessitent de s'échanger des informations plus ou moins sécurisées avec des technologies électromagnétiques, elles échouent. Il y a 4 startups aux États-Unis qui ont développé ce cas d'usage avec du BLE. Elles n'arrivent pas à décoller parce que vous avez 3 fois sur 4 quelqu'un en face de vous qui n'est pas compatible avec votre smartphone BLE. Donc vous ne pouvez pas. L'année prochaine, il y a une société, une agence de communication qui lance une application pour quelqu'un qui fait beaucoup d'hamburgers dans le monde et qui vont faire de l'hybridation BLE ultrason pour arriver à complémenter les gens qui ne sont pas BLE compatibles. Sur les virus, il y a des Israéliens. Alors, Google viendra, enfin, sur les 18 derniers mois, 80 millions d'euros ont été investis dans des sociétés qui travaillent dans les ultrasons. Google a racheté une société israélienne qui s'appelle Sleep Login. Ce sont des gens du Mossad israélien, des cryptographes. Ils n'avaient même pas sorti l'application, même pas en bêta, que Google les a rachetés. Et c'est pour ça que quelques mois après, vous avez eu dans les Chromecast la possibilité de faire de l'appairage en ultrason avec la Chromecast. Richard Branson, le patron de Virgin, a mis 30 millions de dollars dans une société qui s'appelle Twinkle, qui essaie de faire du paiement peer-to-peer à la Silicon Valley, avec un étudiant qui, pour faire le buzz sur Internet, se prend pour un boxeur en se mettant des milliers de dollars sur la bouche et en faisant le multimillionnaire. Mais ils sont en train de fondre les plombs parce que leur technologie, ils n'ont pas réussi à trouver ni le modèle, ni le positionnement, et la technologie ne marche pas. Et il y a d'autres Israéliens qui ont réussi, eux, à envoyer très très peu d'informations entre 2 ordinateurs en utilisant les 2 heures qu'il y a dans les microphones à courte distance. Si je vous donne ces éléments, c'est parce que si Valentin disait que le prochain, ce siècle va être le siècle des lumières, il y a de fortes chances pour que dans les 2-3 prochaines années, vous soyez confrontés à des usages où les ultrasons vont être constants, parce que nous on travaille avec des banques et des GIE cartes bancaires où on a des POC et des expérimentations depuis plusieurs mois. Et ils sont venus nous chercher parce qu'ils cherchent des alternatives aux ondes électromagnétiques et au cas d'usage que je vous ai mentionné de sécurisation, de transactions électroniques. Et si on ne pense pas changer le monde en disant le NFC, le Bluetooth, non, on va faire de l'hybridation. En géolocalisation indoor, le centre de R&D de Orange à Lannion, ils ont testé le BLE et les ultrasons copsoniques pour faire de la géoloc indoor. Et c'est un rapport de 12 pages, dont 3 qui est dédié à la technologie copsonique. La conclusion a été que la meilleure technologie qu'ils voient en utilisation indoor, en géoloc indoor, c'est l'hybridation BLE ultrason. Parce que les ultrasons, comme pour le LiFi, il faut que vous soyez dans la pièce. On garantit qu'on est dans la pièce parce que ça ne traverse pas les murs. Vous mettez un beacon BLE ici et vous êtes de l'autre côté, vous allez pouvoir être capté, donc ça ne vous garantit pas que vous êtes ici ou que vous êtes dans la pièce au-dessus ou au-dessus. L'ultrason ne traversant pas les parois, on a cet avantage-là, en plus de l'universalité. J'ai vu des gens de l'ENSICOR entrer, du grec. l'ENSICOR, c'est l'école d'ingénieur de camp, ils ont un laboratoire spécialisé en magnétique et biométrie. Est-ce que les ultrasons, ça peut être la signature biométrique du mobile? Alors, ils sont venus parce qu'ils ont entendu parler de nous via une banque avec laquelle on travaille.
Et dans le cadre de projets d'inclusion bancaire, donc de paiement de mobile basique à mobile basique, ils sont missionnés par cette banque pour voir comment est-ce que les ultrasons peuvent être intégrés et les sons dans leur projet, sachant que je travaille à la Fondation Bill Gates et le G20 m'invite 2 fois par an pour présenter cette technologie dans des forums qu'ils font d'inclusion bancaire, parce qu'il faut savoir que sur les 7 milliards qu'il y a, enfin il y a 5 milliards 3 cette année de téléphones basiques, en 2018 il y en aura toujours 5 milliards, surtout dans les pays émergents, ils ont que des téléphones basiques. Donc quand bien même dans ces pays il y aurait des smartphones, il n'y a pas d'internet. Donc on peut utiliser que le réseau GSM. Les bitcoins les intéressent, enfin, la technologie blockchain pour des questions de contrôle de corruption, parce que la Fondation Bill Gates donne beaucoup d'argent, mais au lieu d'aller pour l'agriculteur pour acheter ses semences, en fait c'est le maire du village qui va faire la bamboula en Europe, et avec les bitcoins ils peuvent contrôler ça. Et le téléphone basique de l'agriculteur serait un moyen de pouvoir faire de l'échange de monnaie électronique de proximité. Ça, il faut savoir que nous, on ne fait pas de la rémittance, du transfert. Nous on ne fait pas du PayPal. Nous, on garantit que 2 personnes qui sont proches l'une de l'autre s'échangent de la monnaie avec des téléphones basiques. Et c'est pour ça qu'ils sont venus ici se rencontrer. Cette question, Corsonic.com, n'hésitez pas. Alors, on est à côté de Toulouse, avec l'accent que j'ai, vous êtes rendu compte que je ne suis pas de la région. On est à côté de Toulouse. Corsonic, c'est 28 personnes. On appartient à un groupe de 130 personnes, mais Corsonic, c'est 25 ingénieurs, 3 personnes au management, depuis 5 ans. C'est 4 brevets, 6 brevets à déposer.